Bonjour à tous. Vous comprendrez qu'avec le titre de ma présentation, c'est moi qui est chargée de faire l'introduction exploratoire du sujet et que les exemples que je vais donner dans cette courte présentation, dans cette courte introduction, seront connus de plusieurs d'entre vous, mais il s'agit d'une réflexion auquel on se convie, auquel on vous convie aussi, parce qu'on pense que la question du morcellement est une question importante, notamment pour comprendre l'efficacité, l'effectivité du droit du travail ainsi que l'accès à la justice et au droit du travail, mais encore faut-il bien définir de quoi on parle. Donc, c'est un peu mon rôle de le faire aujourd'hui. Donc, le morcellement normatif et institutionnel du droit du travail, élément de définition et illustration, c'est un peu ça qui est mon rôle en ouverture comme ça de cette séance. Donc, pour y arriver, je vais me limiter... Oui, je pense que je ne suis pas habituée d'utiliser les PowerPoint, hein, donc à un moment donné, je risque de parler plus vite que les diapos qui vont défiler. Donc, l'objectif de ma présentation est double. Le premier, c'est d'introduire la notion de morcellement normatif et institutionnel au cœur de la problématique de l'atelier. Et pour le faire, je vais me servir du droit que je connais le mieux, c'est-à-dire le droit du travail québécois. Bien sûr, le droit du travail canadien est un droit morcelé au plan constitutionnel puisque la compétence de principe en matière de travail relève des provinces. Mais moi, je vais m'intéresser à d'autres types de morcellement que celui-là. Et d'autre part, je ne m'intéresserai pas non plus au morcellement entre le contentieux civil et le contentieux pénal en droit du travail québécois. Donc, les sources de morcellement que je vais essayer d'identifier en ce qui a trait au Québec sont différentes de celles-là. Donc, ce sera le premier objectif. Et le second, illustrer comment se manifeste le morcellement normatif et institutionnel et en quoi ce morcellement oriente ou contraint l'action des acteurs institutionnels et donc en quelle mesure aussi c'est une sphère pour l'expérimentation institutionnelle puisque c'est bel et bien l'une des thématiques de fond de ce colloque. Donc, commençons avec le morcellement normatif. Je vous dirais que classiquement, en droit du travail, le morcellement normatif s'exprime dans les rapports d'articulation entre deux sources, l'autonomie collective et le droit légiféré. Certaines traditions nationales penchent vers l'autonomie collective, donc la force des règles négociées par les acteurs collectifs, et d'autres, au contraire, se caractérisent par un droit légiféré fort. Bien sûr, quand on parle de pluralité des sources applicables au travail, on parle d'abord de ces rapports entre le droit négocié et le droit légiféré, qui varie dans le temps, qui se modifie selon les juridictions, et je pense qu'il est au cœur des caractéristiques du droit du travail. Mais dans le cas du droit du Québec, s'ajoute à cette pluralité des sources applicables au travail une pluralité à l'intérieur même du droit légiféré du travail, puisqu'il existe pour le Code du Québec plusieurs lois du travail qui se caractérisent par des champs d'application distincts. Un certain nombre d'entre elles s'appliquent aux travailleurs salariés sans les définir de la même façon. Donc, on peut être salarié au sens d'une loi et ne pas l'être au sens d'une autre. Des objets spécifiques, certaines portent sur les normes du travail, d'autres sur la prévention en matière de lésions professionnelles, d'autres sur l'équité salariale. Des modes d'application particuliers parce que chaque loi créait, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais des institutions d'application qui leur étaient spécifiques. Et donc, ces lois-là reflétaient les besoins et les orientations des politiques publiques qui existaient au moment où ces lois-là ont été adoptées, mais ce qui les caractérise, c'est que toutes coexistent aujourd'hui, alors qu'elles viennent d'une intervention de l'État, d'une philosophie de politique publique qui a évolué dans le temps, mais ces lois-là, aujourd'hui, doivent coexister. Et donc, elles coexistent avec des principes d'articulation entre ces sources distinctes qui ne sont pas toujours très explicite. On n'est pas dans un état de droit codifié ici. Donc, quels sont les rapports d'articulation actuels, je vous dirais, entre ces sources très importantes, très diverses, très plurales? D'une part, la légitimité de l'action collective est toujours importante. Elle l'était depuis le début et elle l'est toujours. D'autre part, plusieurs lois du travail sont d'ordre public, ce qui veut dire que l'un des principes d'articulation de ces sources distinctes, c'est le principe de l'application de la norme la plus favorable aux salariés. Et un autre principe qui a pris beaucoup d'importance au cours des dernières années, c'est l'émergence des droits fondamentaux, donc de lois qui établissent des droits fondamentaux de la personne, qui s'appliquent au travail, tant dans le secteur public que privé, et qui ont un statut prééminent par rapport à d'autres lois, ce qui m'amène à vous dire que ça devient un principe de plus en plus important d'articulation entre les sources du droit que de voir le rattachement des normes du travail aux droits fondamentaux comme un antidote à la fragmentation des normes.
Donc voilà pour la définition du morcellement normatif. Maintenant, le morcellement institutionnel. Il s'agit ici d'étudier la pluralité des institutions chargées de l'application du droit du travail. Donc, application du droit du travail, soit par des institutions qui ont des fonctions administratives, surveillance, traitement des plaintes, inspection du travail. Au Québec, on parle de la CNESST, de la Commission des droits de la personne. Pluralité des institutions chargées de fonctions juridictionnelles. Donc, à côté des tribunaux judiciaires se trouve une multitude de tribunaux spécialisés dont la compétence souvent exclusive et les pouvoirs sont délimités par les lois qui les instituent ou qui leur confèrent compétence. Pensons pour le Code du Québec, mais aussi ailleurs en Amérique du Nord, de l'arbitre de grief. Pensons au Québec du tribunal administratif du travail ou du tribunal des droits de la personne. Donc, pourquoi est-ce que la question du morcellement est intéressante? C'est à cause justement de cette interconnexion entre morcellement institutionnel et normatif. L'incidence du morcellement institutionnel sur la mise en œuvre cohérente d'une pluralité de sources qui composent le droit du travail est problématique, est un objet d'étude qui nous semble intéressant parce que la prise en compte de l'ensemble des sources du droit du travail applicables dans une situation particulière peut être freinée par l'analyse en silo qui découle de l'obligation d'un organisme administratif ou d'un tribunal spécialisé d'agir dans les limites de la compétence et des pouvoirs qui lui sont attribués par le législateur. Tout à l'heure, je vous disais que les droits fondamentaux ont une certaine préséance par rapport aux autres sources de droit. Elles ont préséance par rapport aux autres lois ordinaires. Mais comment assurer la mise en œuvre réelle de ces droits fondamentaux si les organismes administratifs et juridictionnels ne conçoivent pas qu'il revient de leur part, qu'il s'agit de leur rôle de veiller à ce que ces droits fondamentaux-là soient appliqués dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Donc, c'est un frein à la cohérence du système. Donc, la complexité se manifeste souvent, et je vais vous donner 2 exemples ensuite qui vont vous le montrer, par des conflits juridictionnels où l'enjeu premier, c'est pas de déterminer le fond de la question, mais c'est de déterminer quel est le tribunal compétent pour trancher un litige. Et vous allez voir que parfois, ces questions-là prennent beaucoup, beaucoup d'années avant de se résoudre. De sorte qu'on peut dire que l'effet premier du morcellement, c'est qu'un salarié peut-être a bel et bien un ensemble de droits, mais nulle certitude souvent quant à l'organisme ou au tribunal qui peut les faire appliquer. Donc, voilà, j'en suis rendue aux illustrations. Oui, ça va. OK. Illustration. Donc, la première illustration des effets de ce morcellement qui sont soumises à discussion puisque plusieurs d'entre vous les connaissez déjà. J'ai pris l'exemple facile et peut-être le plus ancien d'une illustration des effets de ce morcellement. Ça concerne l'arbitre de grief, qui est un tribunal spécialisé qui doit entendre de façon exclusive les conflits, les mésententes sur l'application et l'interprétation d'une convention collective. Donc, la convention collective, ça a été conçu dans notre droit depuis les années 40 comme la loi des parties. Et les arbitres de grief ont toujours conçu le rôle, depuis qu'ils existent, moins ces dernières années, on va le voir, mais initialement comme étant ceux qui interprètent la volonté des parties à la convention collective. Or, la question qui s'est posée, je dirais, à partir d'il y a une vingtaine d'années, c'est quant à savoir est-ce que l'arbitre de grief, parfait, a compétence exclusive relativement à l'application ou à l'interprétation de la convention collective, mais peut-il aussi, dans le cadre de cette compétence, appliquer la Charte des droits et libertés de la personne, donc la source des droits fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, ou encore appliquer des lois du travail d'ordre public, comme la loi sur les normes du travail qui établit des conditions minimales de travail, et considérer comme inopérante une clause de convention collective qui leur est contraire. Or, ça a pris beaucoup de temps avant de résoudre cette question-là, justement parce que les arbitres de grief se disaient, ben nous, notre logique d'intervention, notre compétence, notre expertise, c'est l'interprétation, l'application de la convention collective. Nous ne sommes pas des experts des chartes, nous ne sommes pas des experts de la loi sur les normes du travail. Oui, peut-être que les salariés syndiqués ont des droits fondamentaux et ont accès aux normes minimales de travail, mais on n'est pas sûr que ça nous revient à nous de les appliquer ou de les interpréter. Et je vous dirais que ça a pris quelques années, pas mal d'années même, avant de fixer le fait qu'ils ont le pouvoir. Ils l'avaient depuis longtemps dans le Code du travail, mais avant qu'ils l'exercent et que ça transperce dans leur pratique. Donc, oui, les arbitres ont le devoir de tenir compte de la hiérarchie des sources du droit du travail afin de faire prévaloir une norme d'ordre public, par exemple issue d'une loi, lorsqu'une disposition de la convention collective est incompatible avec elle. Donc, il y a eu une évolution, il y a eu un morcellement, il y a eu une certaine intégration au sein d'un tribunal spécialisé, mais c'est du long terme. Mon deuxième exemple,
C'est un exemple qui concerne, et là, il y a beaucoup d'experts dans la salle pour en parler, notamment Madame la Présidente Anne-Marie, c'est l'arrêt de la Cour suprême du Canada en 2018 dans l'affaire Caron. Donc, pour dire les choses très rapidement, puisque j'ai pas beaucoup le temps et que c'est une question complexe, il s'agissait ici d'un salarié qui avait été victime d'une lésion professionnelle, qui laissait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qui demandait donc à exercer son droit de retour au travail et son droit à la réadaptation professionnelle, droit qui lui est donné, qui lui est reconnu par une loi d'ordre public, la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Et donc, l'organisme administratif qui administre cette loi, qui était à ce moment-là la Commission de la santé et de la sécurité du travail, examine le dossier, estime que le salarié, compte tenu des limitations fonctionnelles qu'il a, ne peut pas reprendre l'emploi qu'il occupait. Il n'y a pas d'emploi équivalent dans l'entreprise et l'employeur mentionne que non, il n'y a pas non plus d'emploi convenable à donner à ce salarié-là, compte tenu de ses limitations, de sorte que l'organisme administratif fait ce que la loi lui demande de faire. Elle recherche un emploi convenable pour ce salarié-là sur le marché du travail. Mais le salarié lui dit à la commission applicable à ce moment-là, qui existait, et au tribunal, donc demande, et c'est ce que j'ai écrit sur mon PowerPoint, donc demande, est-ce que le tribunal doit tenir compte dans l'exercice de cette compétence sur le droit de retour au travail d'un salarié handicapé à la suite d'une lésion professionnelle? Est-ce que le tribunal et l'organisme administratif doivent uniquement tenir compte du régime mis en place par la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, ou encore considérer aussi l'obligation d'accommodement d'une personne qui est victime d'une discrimination fondée sur le handicap et les droits fondamentaux ordonnent à l'employeur de tenter d'accommoder cette personne-là, de faire une analyse individualisée de sa situation et éventuellement d'adapter son poste de travail. Donc, le salarié, finalement, demandait aux instances, aux institutions de mise en œuvre du droit de faire en sorte de ne pas se limiter à ce que la loi qui les institue leur permettait de faire, mais de considérer aussi le poids, l'incidence, les normes qui viennent des droits fondamentaux, qui, je vous le rappelle, sont dans une loi qui est supérieure et qui a préséance. Donc, la Cour suprême, Monsieur Caron a eu sa lésion professionnelle en 2010 et l'arrêt de 2018 de la Cour suprême du Canada lui donne en partie raison en disant que la CSST et le tribunal auraient dû examiner l'obligation d'accommodement de l'employeur pour déterminer s'il pouvait exercer un certain droit de retour au travail dans l'entreprise où il avait subi sa lésion professionnelle. Et là, vraiment, je vais très, très vite. Donc, 8 ans. Et donc, ma dernière slide, quelles sont les implications de tout ça pour poser les problématiques liées, qui sont très concrètes, liées par le morcellement institutionnel et législatif et normatif. Le premier, c'est un effet pour le salarié. Et l'affaire Caron, quand on la lit comme il faut, on est ébahi par sa complexité et par ses résultats. Puisque l'enjeu du litige qui s'est rendu à la Cour suprême, c'était les pouvoirs de la commission, donc de l'organisme administratif et du tribunal, et la question de fond qui intéressait le salarié, c'est-à-dire, peut-il être accommodé dans un emploi chez son employeur? Mais cette question-là n'est pas résolue, puisque l'effet de l'arrêt de la Cour suprême, ça a été de renvoyer le dossier au tribunal administratif du travail. Ça fait 8 ans. Donc, comment un salarié peut-il estimer avoir accès à la justice s'il ne comprend pas tous les méandres des questions fort importantes, mais qui sont liées au morcellement institutionnel qui caractérise notre droit. Et l'autre élément qui ressort, c'est comment est-ce qu'un salarié peut franchir toutes ces étapes s'il n'a pas l'appui d'une organisation syndicale qui lui fournit expertise et représentation. Un salarié non syndiqué ou un salarié syndiqué à qui l'organisation syndicale ne fournit pas ce genre de service, comment peut-il faire valoir ses droits? Effet sur les pratiques des acteurs institutionnels, et là, je lis simplement ce qui me reste, pour les syndicats. Compte tenu de ce morcellement, compte tenu de cette complexité, devrait-on reconnaître qu'ils ont un rôle au-delà de la négociation et de l'application de la convention collective, justement pour appuyer les salariés qui revendiquent des droits autres que ceux-là? Pour l'organisme administratif et ses agents, par exemple la CNESST ici,
Évidemment, l'arrêt Caron change le rôle des agents au sein d'un organisme administratif puisqu'on leur demande maintenant de maîtriser d'autres règles que celles de la loi qu'ils ont expertise pour appliquer. Même chose pour les conseillers syndicaux, avec l'exemple que je vous ai donné sur l'arbitrage de griefs, qui doivent, quand ils plaident des griefs, appliquer plus que la convention collective et les rapports collectifs de travail. Et finalement, même chose pour les tribunaux spécialisés. L'exemple de l'arbitrage de griefs et de son évolution est patent. Cette évolution s'est faite, mais ça a pris 20 ans. Et finalement, dans la mesure où vous et moi, nous sommes tous des enseignants, et moi en particulier en relations industrielles, puis je ne suis pas la seule dans la salle, ça pose des questions, cette évolution-là, notamment sur les départements et écoles de relations industrielles, parce que cette complexification du droit pose des problèmes pour nous de former des gens qui ne deviendront pas avocats à comprendre cette complexité et à être capables d'ajuster leurs pratiques à cet environnement complexe. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des champs d'environnement et d'innovation et d'expérimentation institutionnelle. Merci beaucoup.